Alors, bienvenue à cette dernière session du Conseil municipal dans cette magnifique salle du Conseil. Et puis, on commence cette séance avec aucune question, en fait, des citoyens ce matin. Alors, nous allons tout de suite passer à l'ordre du jour tel que, où est-ce que nous étions rendus. Ah ben oui, c'est vrai. Je m'excuse. Alors, on va tout de suite passer à la période des questions des membres du Conseil. Monsieur le chef de l'opposition, allez-y. Merci, Madame la Présidente. La dernière question officielle dans cette enceinte, évidemment, avant le déménagement. Au cours des derniers mois, Madame la Présidente, on a vu que la Ville de Québec a la difficulté à être fixée sur le financement, sur son projet structurant de mobilité. On entend que Québec en parle, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, ils semblent jouer un bal de ping-pong entre eux. On a appris hier comme quoi le ministre des Infrastructures au fédéral, le ministre Duclos, a affirmé explorer la capacité, la possibilité de priver Montréal de certaines sommes d'investissement en mobilité pour pouvoir financer le projet de Québec. La réponse qui a été donnée, ce qui est rapporté dans l'article, c'est comme quoi une éventualité à laquelle Montréal était très réticente. Ça me surprend à quel point que le ton de cette réponse a été timide. J'aimerais donner l'opportunité à la mairesse, je lui demande d'affirmer haut et fort et clair que c'est un non sans équivoque, qu'on ne va pas tout simplement se priver des sommes parce que Québec en a besoin. On souhaite à ce que Québec reçoive les montants nécessaires, évidemment, mais ce n'est pas à Montréal de payer le prix. Donc, je demande à la mairesse d'affirmer haut et fort en public aujourd'hui comme quoi elle ne va pas abandonner des fonds qui sont dus à Montréal. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Perez, de me donner l'opportunité de réitérer haut et fort. Écoutez, je vous remercie. Merci, c'est comme un cadeau que vous me faites ce matin. Alors, sur la question du financement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différentes sources de financement, n'est-ce pas, pour le transport collectif. Et moi, là où je suis très fière de l'affirmer dans cette salle, c'est que si jamais, et je dis bien si, le gouvernement du Québec décidait souhaitait utiliser les fonds du programme fédéral qui est basé sur l'achalandage et qui revient de droit à Montréal parce que justement, la grande région métropolitaine, nous avons la densité et l'achalandage nécessaires. Nous cadrons avec ces critères-là. Alors si, et je remets le si, c'était le cas, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait que Montréal soit d'accord pour laisser aller ces sommes-là. Et là-dessus, vous comprendrez que les projets sont nombreux, les besoins sont réels et que j'ai bien l'intention d'utiliser toutes les sommes financières nécessaires pour faire aller de l'avant tous les projets dont nous avons besoin, car la métropole vraiment roule, mais elle a besoin de rouler encore plus vite. Merci. Merci, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse. Je vous dis de rien pour le cadeau. Je me suis dit qu'en fin de séance, pourquoi pas. Et puis, je m'attendais à aucune autre raison que cela, parce qu'il fallait le faire de façon sans équivoque. On est à l'appui là-dessus. Maintenant, la question complémentaire, Madame la Présidente, c'est que dans le cas du programme d'achalandage, c'est clair, comme vous dites, que Montréal ne va pas donner une opportunité à perdre des fonds. Mais il faut aussi réaliser que Québec, elle est vraiment maître sur d'autres fonds. Alors la question, c'est comment est-ce que la mairesse va pouvoir protéger la part de Montréal dans ces autres fonds, sachant à quel point que les relations entre Montréal et Québec ne sont pas des meilleures. Et évidemment, comment est-ce qu'elle va s'assurer de convaincre Québec de justement pas utiliser d'autres fonds qui sont à donner à Montréal? Comment est-ce qu'elle va faire respecter Montréal en conclusion, pour justement s'assurer qu'on n'enlève pas dans d'autres fonds? Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors que je ne sais pas d'où vous tenez votre source que les relations entre Québec et Montréal ne sont pas à leur meilleur. On peut avoir des différends sur certains sujets et continuer à s'entendre sur
plein d'autres projets. Et celui du transport collectif en est un sur lequel on s'entend bien, un sur lequel on a vu lors du dernier budget que des investissements majeurs étaient consentis à la grande région métropolitaine et je m'en réjouis. Ceci étant dit, dans l'utilisation du fonds dont il est question aujourd'hui, je souhaite réitérer que sans l'accord de Montréal, ces fonds-là ne peuvent absolument pas être transférés d'aucune autre manière. Ceci étant dit, j'aurai le plaisir de rencontrer le président du Conseil du Trésor cette semaine, justement, pour discuter des différentes options. Mais la métropole a toutes les raisons de vouloir ces fonds-là. Et bien sûr, on veut bien qu'il y ait d'autres projets de transport collectif à travers la province parce que c'est vers là qu'il faut aller. Et en conclusion? Mais il en demeure pas moins qu'à Montréal, les fonds sont nécessaires et puis nous continuerons de militer, de faire en sorte que ces fonds restent à Montréal. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. La parole à Madame la leader de l'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon matin. Bon matin. Alors, Madame la Présidente, à plusieurs reprises, déjà, la mairesse nous a assuré qu'elle allait respecter les recommandations de l'OCPM en ce qui concerne la consultation publique visant à évaluer le projet pilote de retrait de la circulation de transit pour les véhicules particuliers sur les voies Camillien-Hood et Remembrance. Rappelons que plus de 2000 personnes, en personne, aux audiences ou par écrit, se sont prononcées sur le sujet et que près de 2000 mémoires ont été déposées à l'OCPM. C'est depuis la création de l'OCPM la plus importante consultation au chapitre de la participation. C'est donc dire que ce rapport est très attendu. On nous parlait d'un rapport déposé en avril. Madame la Présidente, nous sommes déjà le 16 avril. La saison estivale est à nos portes et on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra des voies Camillien-Hood et Remembrance cet été. En attendant l'analyse qui s'ensuivra, l'administration est-elle prête à s'engager à conserver le statu quo en ce qui concerne l'accès au Mont-Royal pour cet été, c'est-à-dire de continuer à autoriser voitures, cyclistes et piétons à utiliser les voies Camillien-Hood et Remembrance tout au long de l'été? Merci, Madame la leader. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je sais que le statu quo est un mot qui est très populaire de l'autre côté de la banquette, où on préfère peut-être des fois ménager la chèvre et le chou plutôt que de s'attaquer aux problèmes de fond. Mais dans le cas de Camillien-Hood, comme vous l'avez dit, Madame la leader parlementaire, excusez-moi, Madame Boivin-Roy, ça a été une consultation très, très populaire et je m'en réjouis. Ça veut dire que la montagne, là, elle est importante pour tous les Montréalais et les Montréalaises. Alors, c'est tant mieux. Et justement, nous, quand on fait appel à l'Office de consultation publique, c'est pour les écouter. On ne prend pas le rapport et on le met à côté. Alors, on va l'attendre on a hâte. Le dernier dernier rapport était celui du Parc Jean-Drapeau. Maintenant, c'est celui de Camillien-Hood. On a très hâte de le voir, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans le cas de la montagne, la question de la sécurité, jamais je ne vais la laisser de côté, la sécurité de tous les usagers. Et nous avons bien hâte, comme vous, de voir ce rapport de l'Office de consultation publique de Montréal. Merci. Merci, Madame la mairesse. Madame la leader de l'opposition, votre question complémentaire. Effectivement, Madame la Présidente, ce projet a suscité énormément d'intérêt auprès de l'OCPM, a été le plus populaire parce qu'en fait, il a aussi été le plus controversé. Et on a reconnu l'acharnement de Projet Montréal à se battre pour interdire la circulation de transit des véhicules sur le Mont-Royal pendant le projet pilote. Et pourtant, le projet pilote, si on lit la Gazette d'hier, on cite dans le journal, je me permets de citer, « which was hastily announced, poorly communicated and confusingly organized ». Alors, je me pose des questions sur le statu quo. Si par hasard, il ne serait pas plus spécial de laisser en place le statu quo plutôt que de se retrouver avec des projets qui sont précipités. Alors, écoutez, Madame la Présidente, au terme des audiences, l'OCPM nous dit qu'elle proposera une solution de compromis qui va constater ni le statu quo, ni l'interdiction de la circulation de transit. Alors, est-ce que Mme la mairesse peut nous dire qu'elle compte justement envisager une solution réfléchie et en demi-mesure? Merci, Mme la leader. Madame la mairesse? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais vous dire pourquoi moi, je ne suis pas en faveur du statu quo. Le statu quo, ça fait en sorte qu'on ne trouve pas de solution durable. J'aimerais rappeler qu'il y a un cycliste qui est décédé parce qu'il descendait en vélo la côte Camillien-Hood. C'est de ça dont il est question, il ne faudrait pas l'oublier. Le statu quo, ça serait faire en sorte que
quand on est un piéton ou un cycliste, on ne puisse pas emprunter un Camillien Haute de façon sécuritaire ou traverser d'un côté ou de l'autre. C'est de ça dont il est question quand on parle de statu quo. Moi, je le refuse, ce statu quo-là, parce que la sécurité de tout le monde, de tous les Montréalais, qu'on soit un automobiliste, un cycliste ou un piéton, c'est de ça dont il est question et c'est ça dont on s'attend d'une administration. Alors, j'ai bien l'intention de mettre la sécurité en haut, tout en haut des priorités. J'ai toujours été très claire là-dessus. Et pour l'approche équilibrée, bien sûr, parce que l'OCPM, on a décidé de travailler avec eux pour les écouter. Et l'OCPM a toujours fait preuve de beaucoup d'équilibre, d'être capable d'aller recueillir les informations d'un côté comme de l'autre. Alors, non seulement on écoute l'OCPM, on va mettre en application ce qui est proposé, mais la sécurité, elle, jamais on va la compromettre. Merci. Merci, Mme la mairesse. La parole à Mme Barbe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme que nous accueillons le printemps à la salle, tout comme mes collègues, j'en suis certaine. Alors, comme vous le savez tous, je milite depuis plusieurs années à améliorer la mobilité sur le territoire lassallois. Et mon cheval de bataille demeure, bien évidemment, le prolongement du métro. Toutefois, je suis très emballée de voir de belles initiatives se concrétiser et favoriser la mobilité à la salle. On a eu l'installation dernièrement, il y a quelques jours à peine, de nouvelles stations Bixi et ça me réjouit. Ce sont maintenant 7 stations Bixi qui jalonnent l'est de l'arrondissement. C'est absolument extraordinaire. Enfin, le réseau de vélos en libre-service prend de l'expansion chez nous et j'en suis ravie. Je peux vous dire que tout la salle en parle. On s'en est fait beaucoup parler lorsque les stations ont été installées et là, les derniers jours, c'est maintenant les vélos qui sont arrivés. Une autre bonne nouvelle en lien avec le développement du transport actif, c'est que la salle est en pourparlers avec Hydro-Québec afin de conclure une entente afin d'aménager un corridor de transport actif sur l'ancienne emprise du CP en plein cœur de notre arrondissement. Ce lien vert facilitera les déplacements des cyclistes du nord au sud et de l'est à l'ouest, en plus de relier les pistes cyclables existantes. Et ce projet pourrait notamment inclure une piste cyclable, un sentier piétonnier, un service de navette autonome et des aménagements récréatifs et paysagers. Alors, la question, Madame la mairesse, est-ce que l'arrondissement de la salle pourra compter sur l'appui des services centraux pour développer ce lien vert? Merci, Mme Barbe. Monsieur Caldwell, à vous la parole. Merci, Madame. Ma seule déception, c'est que vous semblez vanter le projet mieux que moi. Et effectivement, c'est un beau projet de réappropriation de l'emprise publique pour en faire un cas. Non. Alors, on ouvre à l'ensemble des membres du Conseil. Alors, vous attendez le 1 avant de cliquer sur le bouton. Alors, dans 3, 2, 1. Madame Black, à vous la parole. Madame la Présidente, on apprenait la semaine dernière que sur les 2354 logements inspectés en 2018, 1788 présentaient des problèmes d'insalubrité et seulement 50 constats d'infraction ont été donnés. 50 sur 1788. C'est très, très peu. Ma question est la suivante. C'est bien beau d'augmenter le nombre d'inspecteurs et le nombre d'inspections, mais à quoi ça sert si les inspecteurs ne donnent pas plus de contraventions? Merci, Mme Black. Monsieur Baudry. Merci beaucoup, Mme Black, pour votre question. Écoutez, ici, il faut voir quel est l'enjeu au niveau des inspections quand on trouve de la non-conformité. Notre objectif, en tant qu'administration, c'est de résorber cette non-conformité-là le plus rapidement possible pour, vous en conviendrez, le bénéfice du locataire et aussi pour des enjeux de santé publique. Vous parlez des constats d'infraction. Ce que vous omettez de dire, par contre, c'est qu'on a doublé la valeur de ces constats-là. L'année dernière, c'est 46 000 $ pour 42 constats. Cette année, c'est 90 000 $ de constats qui ont été émis aux propriétaires. Mais en plus de ça, dans une seule année, on a quadruplé les travaux en lieu et place pour une valeur de 157 000 $ de travaux en lieu et place dans les appartements. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette première année qui est exceptionnelle, c'est vraiment de transformer les habitudes et d'amener les propriétaires à se conformer pour le bénéfice des locataires. Merci. Merci, M. Baudry. Mme Black.
Madame la Présidente, depuis septembre 2017, la Ville de Montréal bénéficie de plus de pouvoir avec la loi sur la métropole. Par exemple, à l'article 50.6, on dit que la Ville peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours et sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et dont l'état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Alors, je m'étonne encore de voir des Montréalais se retrouver dans des logements parce que le propriétaire a préféré laisser un immeuble insalubre plutôt que de faire les travaux requis. Madame la mairesse avait critiqué la faiblesse des outils juridiques dont dispose la Ville. Pourtant, la Ville a les moyens d'agir. Ce sont les résultats qui ne suivent pas. Ma question est la suivante. Pourquoi l'administration n'utilise-t-elle pas les pouvoirs d'expropriation dont elle dispose avec le statut de la métropole pour mieux protéger les citoyens? Merci, Mme Black. Monsieur Baudry. Écoutez, Mme Black, ce type de pouvoir-là, effectivement, on l'a. Ce n'est pas un pouvoir à user à la légère non plus. Il faut que ça soit fait dans des situations qui sont extrêmes. Justement, notre objectif, dans un premier temps, c'est d'amener la conformité. Une fois qu'on va constater, effectivement, qu'on est dans une situation qui est extrême, on compte bien utiliser les pouvoirs qui sont à notre disposition. Il faut savoir que, dans la dernière année, on a doublé nos inspecteurs. On a rajouté 10 ressources supplémentaires. On a fait des ententes avec des comités de logement comme jamais ça avait été fait avant. On a offert de façon transparente nos chiffres. On est une administration qui agit rapidement et qui agit bien pour le bénéfice des locataires. Merci beaucoup, M. Baudry. La parole à M. Miele. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a 1 an, la Ville de Montréal a annoncé un projet pilote pour réviser ses panneaux de signalisation de stationnement. Le projet pilote devait se tenir dans 2 arrondissements, soit dans Saint-Laurent et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, plus précisément aussi dans mon district. Devait se faire en 2 étapes. Les premiers 4 mois devaient être une analyse des différents panneaux de signalisation, un inventaire et éventuellement on devait mettre à l'essai en projet pilote les nouveaux panneaux. Nous sommes 1 an plus tard. Dans mon district, pas un nouveau panneau a été mis à l'essai pour recueillir des commentaires des citoyens. Est-ce que la Ville a toujours l'intention de mener à bien ce projet pilote? Merci, M. Miele. M. Caldwell. Et voilà. Alors, merci pour votre question, M. Miele. Effectivement, comme vous le disiez, il y a eu un diagnostic complet avec des enquêtes terrain, avec l'implication des services municipaux et des services d'arrondissement, tant de l'arrondissement de Saint-Laurent que de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour comprendre mieux la situation et mieux cerner le problème. Le problème n'est pas que dans les panneaux et dans l'affichage, mais est dans l'organisation des zones et des périodes de non-stationnement. On a beau avoir la meilleure communication, si à la base, il y a une discontinuité ou une disparité dans les moments où on peut stationner ou pas stationner, le problème n'est pas tant dans la communication, mais dans l'organisation du travail et des périodes de non-stationnement. Alors, le projet pilote a étudié ces 2 éléments-là, du point de vue de la Ville, du point de vue des opérateurs, du point de vue des clients. Il y a un rapport qui est fait. Je ne sais pas si à l'arrondissement Saint-Laurent, vous avez eu ce rapport-là. Il est disponible. On vous le communiquera. Mais bien entendu, il y aura une 2e étape qui ne sera pas que, comme vous le dites, sur des panneaux, mais sur l'organisation du stationnement. Merci, M. Caldwell. M. Miele. Merci, Madame la Présidente. Donc, on comprend aujourd'hui qu'il n'y aura pas de projet pilote parce que, ultimement, si on ne met pas à l'essai des panneaux de signalisation où est-ce que les gens peuvent évaluer lesquels sont plus compréhensibles. Et l'un des objectifs, je rappellerai, Madame la Présidente, était celui d'améliorer la signalétique afin de pouvoir donner une chance aussi aux automobilistes et ne pas devoir subir encore des constats d'infraction. On l'a vu, on l'a entendu, la stratégie ne semble pas la même. Lorsqu'il vient à la salubrité des logements, on ne semble pas vouloir donner de constats, mais lorsque vient le temps de donner des constats d'infraction aux automobilistes, on s'en donne à cœur joie. Ce projet pilote, Madame la Présidente, il devait se tenir avant de pouvoir augmenter à nouveau des constats d'infraction et d'ici quelques minutes, lors du
Conseil, on adoptera un nouveau En règlement qui conclusion. viendra encore augmenter les constats d'infraction de stationnement. Madame la Présidente, pourquoi ne pas mener à terme ce projet pilote? Merci, Monsieur Miele. Monsieur Cadwell. Je réécoute dans ma tête ce que j'ai dit à la réponse précédente. J'ai dit qu'on allait continuer. Alors là, vous dites, non, il n'y aura pas deuxième phase du projet pilote. Je n'ai pas dit ça, M. Miele. J'ai dit qu'il fallait travailler sur tous les plans. Si votre but, c'est de changer des panneaux, ça ne réglera pas toute la question. On a beau, si tu as 2 heures de no parking, une demi-heure ou un peu, un 3/4 d'heure ou un peu après, tu as beau mettre le meilleur panneau du monde, ça va rester incompréhensible. On doit travailler sur l'organisation du non-stationnement et sur la communication. C'est une démarche rigoureuse qu'on fait et qu'on fera dans une deuxième étape. Merci beaucoup, Monsieur Cadwell. Alors, ceci termine la première période de questions des membres. Madame la leader. Accompagné de mon collègue Francesco Miele, nous demandons une prolongation de 8 minutes. 7 minutes, me dit Monsieur le leader de la majorité. 7,5? Allons-y. Alors, la parole à Monsieur Corville. Merci, Madame la Présidente. Attention. Monsieur Corville, allez-y. Merci. La consultation sur le racisme et la discrimination systémique accuse un certain retard. En tant que Montréalais d'origine haïtienne, plusieurs concitoyens me rapportent sur une base régulière des cas de racisme et de discrimination systémique. Nous voulons que cela change et il est plus important que jamais d'avoir une discussion franche sur ce phénomène. Malheureusement, la consultation tant attendue tarde. Madame Dominique Olivier, présidente de l'OCPM, a même affirmé qu'elle était prête et que l'OCPM n'attendait que les documents de la ville pour débuter le processus. Ainsi, je suis prêt. Les citoyens sont prêts et l'OCPM est prêt. Pendant combien de temps devrons-nous encore attendre? Merci beaucoup, Monsieur Corville. Madame Papianou. Donc, je suis très contente de vous annoncer que la Ville de Montréal a déposé à l'OCPM 3 documents, un document extrêmement exhaustif sur toute le travail que la Ville a mené les 30 dernières années en ce qui concerne la lutte aux discriminations et au racisme. Un document synthèse qui va être utilisé lors des consultations publiques ainsi qu'une présentation qui sera faite. Donc, d'ailleurs, on a rencontré le dernier mois 2 fois Madame Olivier, l'OCPM, les commissaires aussi. Donc, on est prêts nous aussi, c'est la bonne nouvelle. Puis, on attend avec grand intérêt ces débats. Ces débats vont nous avancer aussi dans notre réflexion collective. Merci. Merci, Mme Papianou. Monsieur Corville, votre question complémentaire? Non? Vous n'avez pas de question complémentaire? Parfait. Alors, M. Bass, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. I would have found it fitting that this last question in this sacred chamber would have been asked by either Marvin Rotrand or Dominic Perry, the godfathers of municipal council. But nonetheless, I am privileged to stand before you and ask the last question. Madame la Présidente, dans 2 mois, c'est le Grand Prix de Formule 1 du Canada. C'est près de 100 000 Montréalais et touristes du monde entier qui profiteront de 3 jours de festivités. Le 4 avril dernier, dans le Journal de Montréal, nous apprenions qu'une partie des travaux de réfection des puits et des garages du circuit Gilles-Villeneuve n'étaient pas conformes et qu'il faut les refaire. Les billets pour le Grand Prix sont déjà en ligne et si l'on comprend bien, les paddocks ne sont pas fonctionnels et ne le seront peut-être pas pour accueillir les participants le 7 juin prochain. Je vous rappelle d'ailleurs que les travaux ont un échéancier clair mai 2019. Aujourd'hui, nous avons moins d'1 mois pour reprendre les erreurs et terminer les travaux. Ma question est très simple, Madame la Présidente. Avec des travaux à refaire, comment l'administration peut-elle nous assurer que les nouveaux paddocks seront fonctionnels pour le Grand Prix du Canada le 7 juin prochain? Merci, M. Bass. M.
Doré. S'il y a des travaux, Madame la Présidente, qui sont suivis de près par l'administration, par le conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau, c'est bien celle-là. Les obligations contractuelles sont claires, nettes et précises. Il y a une obligation de rendement. Si on a réussi à faire en sorte, si on a trouvé justement qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas conformes, c'est justement parce que les gens faisaient leur travail et s'assuraient vraiment que tout soit conforme. Alors, on est parfaitement confiant que tout sera correct, que les festivités seront là, que les gens auront du plaisir et bien sûr qu'on aura livré du travail titanesque. Le temps était compté dans ces travaux-là. Tout de suite, l'année passée, les travaux se sont mis dès le surlendemain de la fin justement du Grand Prix et de tout ce qui avait été enlevé, ça a débuté. Alors, les obligations sont claires, les résultats sont au rendez-vous, on est parfaitement confiant que tout va être correct et les gens vont être contents, satisfaits et vont passer encore une fois une belle semaine du Grand Prix. Merci. Merci beaucoup, M. Doré. M. Baisse. Pas d'autres questions? Parfait. Alors, sur cette mélodie, nous terminons la période de questions des membres du Conseil. Nous allons démarrer, revenir à l'ordre du jour. Mais juste avant, je voulais passer la parole à M. Caldwell. Il y a une initiative intéressante devant l'Hôtel de Ville ce matin. Oui, depuis hier, effectivement, beaucoup de mes collègues l'ont remarqué, c'est encore présent ce matin sur la rue Notre-Dame. Il y a des autos accidentées. C'est une campagne de sensibilisation auquel s'est associée la Ville via son programme d'Action Vision Zéro sur le texto volant, sur les ravages que font le texto volant. Je pourrais en parler, mais il suffit d'aller voir les autos. Il y a un volet interactif où on peut texter et on a le témoignage de la mère de la victime qui nous raconte comment ça s'est passé et l'importance de ne pas texter au volant. On a tous des vies très occupées. On essaye tous de faire plusieurs choses en même temps. Faites attention à ça. Il ne faut pas texter au volant. Merci beaucoup, M. Caldwell. Merci. Alors, nous allons... Monsieur le leader. De mémoire, Madame la Présidente, les points n'avaient pas été adoptés. On attendait un droit de réplique de M. Caldwell avant d'adopter des points. Et ensuite, nous reviendrons à l'ordre du jour normal. Exactement. Et je pense que c'est M. Caldwell qui avait un dernier point sur ce chapitre. Allez-y. Oui, bonjour. C'était en droit de réplique. Ça va sur le numéro... On va retrouver le numéro, Madame la Présidente. C'est 30.07. You bet. Alors, en droit de réplique sur le 30.07, suite à l'intervention de notre collègue de Sousa, qui disait, ma foi, cette offre, si je comprends bien, il voyait les avantages et le potentiel de cette offre de mobilité, entre autres pour l'industrie touristique. Ce que va permettre le règlement, et je veux quand même souligner que le point qui est à l'ordre du jour ici n'est qu'une délégation à l'arrondissement de Ville-Marie pour la délivrance des permis. Là, ce n'est pas le règlement. On fera le débat un peu plus tard. Donc, je vais quand même répondre à M. de Sousa. Ce que va permettre le règlement, c'est toute la souplesse nécessaire pour réagir aux différentes demandes des Montréalais sur cette nouvelle offre de mobilité. Ça va transiter par les arrondissements qui feront des suggestions au comité exécutif pour modifier les zones et pour ajuster le règlement. C'est un nouveau type de mobilité. Il faut être agile, il faut se donner les moyens de réagir rapidement. C'est pour ça qu'il y a dans le règlement beaucoup de pouvoirs d'ordonnance au comité exécutif pour qu'on puisse changer les zones à tout moment pour s'ajuster dépendamment de l'offre. Merci. Et de la demande. Merci. Merci, M. Caldwell. Madame la leader, je me souviens que vous avez une dissidence à exprimer. Effectivement. Donc, nous avons entendu la réplique de notre collègue Caldwell et nous maintenons notre dissidence au point 30.07. 30.07. Et M. Rotran également, la même dissidence au point 30.07. Parfait. Alors, ces points sont adoptés avec des dissidences au point 30.07. Monsieur le leader. Madame la Présidente, au chapitre 30, il reste un seul item qui est le 30.11, qui est d'accepter l'offre de service de l'arrondissement La Salle de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de réfection de la piste cyclable du canal de Lac-Éduc. Merci, Monsieur le leader. Donc, ce point est adopté. Alors, Madame la Présidente, au chapitre 41, une série d'avis de motion que je vais donner. Alors, en 41.01, je donne avis de motion d'un règlement modifiant le code d'éthique et de conduite des membres du Conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement. En 41.02, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement sur la fermeture d'une partie résiduelle de la ruelle située au nord-est de l'avenue Balzac
En 4103, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement sur le régime des retraites des contremaîtres de la Ville de Montréal. En 4104, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 900 000 pour financer des projets d'immobilisation réalisés par les arrondissements dans les quartiers Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie. En 4105, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 73 millions pour des travaux généraux de modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains. Et en 4106, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 10 millions 38 000 afin de financer les travaux de réaménagement des abords de l'Hôtel de Ville de Montréal. Au chapitre 42, Madame la Présidente, je vais réunir les items de 4201 à 4205. En 4201, c'est l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 50 300 000 pour le financement des travaux de réfection et d'amélioration d'équipements sportifs. En 4202, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil sur la délégation de pouvoir au comité exécutif. En 4203, c'est l'adoption d'un règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales. En 4204, c'est l'adoption d'un règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage. Et en 4205, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur la subvention relative au traitement des freins situés sur des propriétés privées. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est sur le 42.02. Donc, évidemment, c'est le point au municipal qu'on avait débattu hier au niveau de la délégation avec la venue de la nouvelle loi, avec la loi sur le marché public. Et puis, j'ai été évidemment attentif aux propos de mon collègue M. Doré, comme quoi, d'abord, il reconnaissait qu'il n'y avait pas encore à l'intérieur du règlement de l'agglo, et évidemment, même chose au niveau municipal, une forme de reddition de comptes, que suite à cette délégation éventuelle au directeur général, les élus n'auraient pas cette information. Alors, il a dit qu'effectivement, il y a une intention d'aller de l'avant avec, de s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes. Dans le passé, à quelques reprises, lorsqu'il y avait des délégations, on a pu s'entendre où on avait proposé des amendements, notamment pour inclure un genre de rapport annuel. Ce que j'aimerais entendre de façon sans équivoque, c'est le fait que, avant qu'il y ait cette délégation, qu'une forme de reddition de comptes soit effectivement incluse, établie et débattue ici au Conseil, que ce soit au niveau de l'agglomération, au niveau municipal. Monsieur Doré a semblé faire référence, mais je demande un engagement formel que cette délégation au DG du CE n'ait pas lieu jusqu'à qu'on puisse avoir une forme de délégation très bien établie et débattue à ce Conseil. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Miele, à vous la parole. Non? Oui, allez-y. Non, je pensais, qu'il y aurait la réplique avant. Je suis désolé, je vais intervenir sur le 4205. Donc, on comprend le justificatif de vouloir modifier la façon d'opérer et de demander une subvention pour procéder au traitement de freins publics. Par contre, le sommaire est très peu, je dirais, explicatif sur la méthode de remplacement. Et je m'explique. On nous donne l'explication que ça coûte 71 cents administratives, 61 sous sur le dollar de subvention en frais de gestion pour récupérer. Pourquoi? Parce que présentement, c'est l'entrepreneur qui traite le frein qui va demander le remboursement de la subvention à la Ville et on considère que c'est trop élevé. On se dit plutôt, on va rentrer les freins privés dans le bassin des freins publics pour partir en appel d'offres et gérer le tout. Et c'est la Ville qui va prendre la gestion, donc plutôt, non pas la gestion, mais qui va traiter à même son contrat, qui va traiter le frein privé et éventuellement
le propriétaire pourra demander la subvention. Plusieurs questions demeurent dans ce sommaire qui ne répond en rien à la nouvelle procédure. Je me pose la question suivante. Les freins privés rentrent dans vous me permettrez l'expression, dans le pool, dans le bassin de freins publics. Clairement, on est en train d'éliminer tous les joueurs qui offraient un service à plus petite échelle et qui étaient en compétition pour offrir un service donc aux propriétaires de freins privés. Maintenant, les rentrants dans l'ensemble des freins et publics et privés, clairement, les joueurs de l'industrie doivent pouvoir avoir une capacité d'exécution qui va limiter encore le nombre d'entrepreneurs pouvant traiter les freins. Et donc, la logique voudrait qu'il y ait moins de joueurs et donc que les prix risquent de monter. Ça, c'est un. Mais deux, on nous démontre aucunement que l'alternative qui nous est proposée ici, premièrement, on ne connaît pas l'alternative. On sait simplement qu'on fait basculer les freins privés avec les freins publics, mais on ne nous dit pas comment on va procéder. On ne nous explique pas si la Ville va facturer les propriétaires qui demandent. On nous dit qu'il y aura une demande de subvention en ligne qu'on pourra demander, sans nous dire si ça sera à la Ville à facturer. Alors, on ne nous donne pas l'équivalent. Combien ça va coûter gérer la facturation de nos propriétaires privés, de nos propriétaires de freins privés qui voudront demander une subvention? Alors, on ne nous explique pas combien ce coût de gestion équivaut. L'autre chose, c'est qu'on n'évalue pas non plus que la Ville est en train de prendre le risque, parce que qui dit que la Ville prend le risque d'assumer le traitement du frein privé, dit aussi qu'il y a des propriétaires privés qui risquent de ne pas payer. Et donc, ça encore, ce n'est pas rapporté dans le sommaire. Et encore, je suis en train de présumer qu'on va facturer. Hein? Alors, ce sont plusieurs questions qui demeurent. L'intention de vouloir diminuer les frais de gestion est très louable, mais encore, ce sommaire est très, très, très peu bavard et surtout ne donne pas les réponses à j'ai hâte de vous entendre. Si c'est simplement parce que le sommaire ne le dit pas, au minimum, on a raison de poser les questions et avoir les réponses. Merci. Merci, M. Miele. M. de Souza, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Mon intervention, c'est sur 4204. Madame la Présidente, c'est un dossier qu'on avait soulevé avant, puis je pense que c'est dans une autre occasion de juste soulever notre inquiétude vis-à-vis le modèle d'affaires de cette proposition et vis-à-vis l'impact sur nos offres dans le domaine du transport et plus particulièrement sur le modèle d'affaires de Bixi Montréal. La Ville de Montréal a investi lourdement de l'argent de nos contribuables dans le développement des services publics qui est Bixi. On se réjouit. Ce n'est pas encore visiblement terminé. On a des dossiers qui sont sur l'ordre du jour qui tentent pour augmenter, agrandir cette offre de service. En février dernier, nous avons approuvé la nouvelle entente de 46 millions pour 10 ans pour assurer la pérennité de service de Bixi et de lui permettre de s'entendre sur tous les arrondissements. Au thème de l'entente, Madame la Présidente, Bixi comptera 380 stations supplémentaires et près de 4 670 vélos de plus. L'entreprise devrait être présente dans 18 arrondissements. On pensait également, cette conseil-ci, un règlement d'emprunt de 15 millions de dollars pour acheter des équipements pour Bixi. Donc, un service qui s'améliore l'année après année. Par exemple, Bixi commence à passer à l'électrique. Ils ont fait des tests chez nous l'année passée. Le taux de satisfaction des clients de Bixi est de 95 %. Depuis le 375e, il y a une forte hausse d'achalandage. Donc, selon tous les indices, Bixi va bien. C'est vrai qu'il y a eu un peu de mal au début, mais là, on a une entreprise qui fonctionne financièrement et qui donne un service apprécié. Donc, pour cette raison, je me pose la question de la venue de ces nouveaux joueurs affectera nécessairement les opérations et
éventuellement des revenus de Bixi. Notre formation croit réellement que l'entreprise Jump, détenue par Uber, ne vont vouloir offrir leurs services que dans les secteurs payants de Montréal, que les arrondissements ayant une moins grande densité seront moins attrayantes. Et Bixi a pris des années, 10 ans, pour enfin sortir du centre-ville pour s'attaquer aux arrondissements périphériques. La venue de Bixi à Pierrefonds n'est pas prévue jusqu'en 2021. Donc, il y a encore du travail à faire. En introduisant le nouveau joueur dans l'industrie, l'administration met mal le modèle d'affaires de Bixi. Pour que Bixi puisse s'étendre à des secteurs moins achalandés, donc moins rentables, celui-ci a besoin de récolter suffisamment d'argent dans les secteurs payants. En coupant des secteurs attractifs, la Ville n'offre à Bixi une exclusivité partielle sur les secteurs à perte. Devons-nous rappeler qu'à cette Chambre, que nous avons tous les déficits qui produira Bixi devront être assumés par nos concitoyennes. Le mois dernier, nous avons demandé à l'administration quel était le plan d'affaires proposé par les nouveaux joueurs. Comment s'harmonise-t-il à celui de Bixi? Quels seront les impacts au niveau de changement de clientèle entre les services? Est-ce que les nouvelles entreprises iront rejoindre les nouveaux clients ou vont-ils aller gruger la clientèle de Bixi? Aucune réponse à date. On introduit des nouveaux joueurs importants dans le domaine du transport sans avoir demandé un plan d'affaires et une étude des impacts. C'est simplement, selon nous, la mauvaise gestion qui met en péril un service apprécié par les Montréalais. Partout où il y a des nouveaux joueurs qui ont introduit les services publics avec un crash a subi un contre-coup. On a juste à examiner qu'est-ce qui se passe dans les autres villes. Le mois dernier, nous avons illustré à la Chambre l'impact de l'arrivée de ce nouveau type de transport pour l'entreprise Vélib à Paris. Suite à l'arrivée de nouveaux concurrents, 23 des utilisateurs de Vélib ont cessé de se tourner vers le vélo libre-service sans ancrage. La proportion des individus déclarant ne jamais utiliser le Vélib est passée de 6 à 65 entre avant et après l'installation de vélos sans ancrage. La part des anciens usagers de Vélib qui l'utilisaient quotidiennement ou presque a ainsi passé de 25 à 14 entre avant et après la mise en service. Et après 6 premiers mois, le marché du vélo sans ancrage talonnait déjà en termes de nombre de trajets quotidiens les chiffres du service public. Donc, une partie de ces changements pourrait être attribuée à d'autres performances de Vélib, c'est sûr, les coûts, les bris mécaniques et autres, mais je pense pas qu'il y avait, je pense que tout le monde avec un œil logique et neutre va regarder qu'il y avait un impact des nouveaux joueurs. Donc, on comprend bien que l'administration souhaite commencer avec les trottinettes et après avec les vélos, mais fondamentalement, ça va être un trou sans fond. Que vous dites vous finirez par dire oui, et un à l'autre. Comment est-ce qu'on va déterminer quel va être l'équilibre nécessaire dans ce marché-là? Est-ce qu'on a pour une seconde pensé qu'est-ce qu'il faut trouver pour éviter que Bixi perde trop d'argent? Et si Bixi se fait avaler par la concurrence, qui va écoper? Les Montréalais. Plus particulièrement les arrondissements périphériques qui n'auraient plus personne pour offrir de services. Sans aucun doute, le principal problème avec les systèmes sans ancrage est la disponibilité de stationnement et la gestion de ces VL, SCSA par les usagers. Il y a beaucoup de reportages et d'études qui ont traité cet enjeu parce que les joueurs veulent une plus grande part du marché. Les entreprises inondent le marché avec beaucoup de bicyclettes que besoin. Et le résultat, qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures sur le domaine public, dont le stationnement. On a juste à voir des photos dans les autres villes de quelle était la situation, Madame la Présidente, pour voir pourquoi ça crée un problème. Il faut qu'on apprenne des erreurs des autres pour ne pas répéter la même erreur ici. Avec la nature humaine étant ce qu'il est, presque toutes les villes qui ont introduit des systèmes sans ancrage font face à des problèmes de nuisance par les bicyclettes mal stationnées sur le domaine public. Plus de vélos que prévu, blocage des trottoirs pour les piétons, notamment ceux en mobilité réduite et en chaise roulante ou avec une déficience visuelle.
Pris avec un trop grand nombre des opérateurs et un véhicule libre-service sans ancrage, la mairie de Paris a annoncé son intention de taxer 50 € par année pour chaque trottinette électrique ou vélo. À Bordeaux, le conseil municipal a décidé d'imposer une charte de bonne entente pour s'assurer que les opérateurs soient plus responsables des engins qui émettent à la disposition publique. On a aussi à regarder la question sécurité, Madame la Présidente, pour encadrer la rédaction de ce règlement qui permettra, il y a 3 principes directeurs, de les assurer une place dans l'offre montréalaise, régir leur occupation d'éviter l'encombrement et responsabiliser des exploitants. Notre formation, par un 4e principe, aurait dû se trouver au centre de cette analyse, soit celui-ci de sécurité routière. Alors, le mois passé, nous avons adopté le plan d'action Vision Zéro. Rien dans le règlement d'encadre d'utilisation de ces nouveaux véhicules au point de vue sécuritaire. Lorsqu'on regarde les réglementations dans les différentes villes, on aperçoit qu'ils ont tous défini les règles de lieu d'usage strict et imposé la production de campagnes de sensibilisation. On se trouve aujourd'hui devant un règlement qui ne va pas dans le même sens que la Vision Zéro que la Ville s'imposait. Aucun article dans la sous-section 1, sécurité, n'apporte strictement sur le lieu d'usage des trottinettes électriques. Dans l'esprit de la Vision Zéro, une plus grande transparence, nous souhaitons que l'administration modifie le règlement pour que, explicitement interdire toute circulation autre que celle sur la rue, ruelles, chaussées et voies cyclables, soit de l'interdire l'utilisation sur les trottoirs et la place publique. Sachant que ces engins pourraient atteindre jusqu'à 32 km à l'heure et ont été, partout où ils ont été implantés, à l'origine de plusieurs accidents avec les piétons, notre formation a demandé de délimiter clairement les lieux d'occupation et d'en faire une campagne de sensibilisation. Et le projet pilote actuel, mis en place en août 2018, l'arrêté ministériel obligeait des conducteurs à recevoir une formation avant d'utiliser une trottinette. Donc, je pense que ça, c'est l'élément de sécurité, malheureusement, c'est un morceau manquant. Comme nous l'avons vu récemment, plusieurs dossiers, Madame la Présidente, soit des chiens dangereux, le sol contaminé, la loi sur l'AMP, cette administration procède à une autre fois une concentration de pouvoir au sein du comité exécutif. Alors que le conseil municipal est l'organe central de démocratie où tout le monde peut débattre et où on est présent, le comité exécutif est juste représenté par une portion des citoyens. Et dans l'article, on dit, l'article 3, le comité exécutif peut par ordonnance modifier des annexes A, zones de dégagement et d'aires dédiées, et B, arrondissement où le stationnement sur support à vélo est autorisé. L'annexe A peut être modifié sur demande du conseil d'arrondissement. Pourquoi est-ce que le comité exécutif sera chargé de définir pour l'ensemble des arrondissements le lieu possible d'utilisation de ces nouveaux modes de transport? Les arrondissements ont sûrement, comme on a constaté dans d'autres rencontres qu'on a eues ce matin, ont une meilleure connaissance de leur terrain. Ceux-ci sont tributaires devant les citoyens. Nous ne comprenons pas pourquoi encore l'exécutif octroie unilatéralement le pouvoir de décider quelles zones sont incluses dans l'annexe A. Madame la Présidente, la dernière partie, c'est le délai de déplacement. On voit très bien que dans le règlement présenté, les compagnies auront 10 heures pour déplacer des véhicules encombrant l'espace public. 10 heures. En conclusion, M. de Souza. Mais en conclusion, je pense que c'est un règlement, c'est un projet, c'est un plan d'affaires qui, dans un sens, manque beaucoup. Je pense qu'il y a encore, on demande à l'exécutif de reconsidérer ça, parce que le règlement tel qu'elle est présenté est inacceptable. Merci beaucoup, M. de Souza. Monsieur Doré, à vous la parole. Bon. Excusez-moi parce que je reçois un message en même temps. Donc, essayez de faire 2-3 affaires en même temps. Bon, je me concentre. En droit de réplique à la fois pour M. Pérez et M. Miellé. Je pense que pour M. Pérez, donc, j'ai été très clair lors du point à l'aglo, donc je réitère ce que j'ai dit hier. Voilà la réplique pour ce point-là. Pour ce qui est maintenant de la grille, je me souviens lors d'un budget dans l'ancienne administration où un président du comité exécutif s'était levé parce que justement la demande de l'opposition officielle était d'augmenter les sommes dévolues à la lutte à la grille du frein. Et ce président avait dit, il faut faire des choix. L'argent est limité et
Si ce n'est pas la grille, ça va être quelque chose d'autre. Fait qu'à un moment donné, il faut savoir mettre la barre puis dire non. Et c'est ça à quoi le président du comité exécutif avait fait, c'était de limiter les demandes du responsable donc du développement durable et avait décidé qu'il y avait une somme maximale, je ne me souviens plus laquelle. Mais assurément, ça ne faisait pas la job. Et les gens sont revenus à la charge et revenus à la charge. L'administration a modifié un peu sa pratique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grille du frêne, là, la bébite, elle n'en fait pas de différence entre un frêne qui est sur le domaine public, dans un parc ou sur un trottoir, dans la rue ou quel que soit, et lorsque c'est dans la cour avant, sur le côté ou sur la cour arrière. Alors, une chance, ça a été avancé. Il y a eu le programme de subvention. Mais ce qu'on rencontre, là, c'est qu'il faut aller une coche plus loin. Et c'est le choix responsable que fait notre administration. L'administration a regardé ce qu'on pouvait faire, puis de rendre en fait la lutte à la grille du frêne non seulement plus efficace, mais plus efficiente. Et c'est là que c'est intéressant. Et j'incite les gens du conseil municipal à lire la partie justification, parce qu'il me semble qu'on l'a retravaillée et qu'elle est pas mal claire. Non seulement on en aura plus pour notre argent, parce qu'il y a des économies qui sont faites dans la gestion du programme. Alors, à même les économies, on sera capable d'en faire plus si, avec la campagne de publicité qui est marquée dans l'aspect communication, on le dit largement diffusé. Notre administration est responsable, considère que c'est une lutte qu'il nous faut gagner du terrain et faire en sorte qu'on ait le moins de dommages possible parce qu'elle fait des dommages importants. Alors, si ça s'avérait qu'on a plus de gens qui décident de remplir le formulaire, qui dit « Oui, j'ai un frêne, je le sais, et j'aimerais ça le faire traiter. » Avant la subvention, je n'avais pas nécessairement l'argent, c'était compliqué, je ne comprenais pas trop ce qu'on allait faire, mais là, la ville, elle le prend. Fait que je vais appeler, puis je vais le dire, venez donc chez nous, arrangez-nous ça, puis ça serait le fun. Si c'est ça, ça fonctionne plus, on sera capable de le financer à même les économies. Et ce sont des hypothèses qui sont là. C'est bien et bien écrit sur le réel de 2017 et sur la base des hypothèses que les gens vont déjà avoir en bonne partie déclarées. Mais si ce n'est pas le cas, il y a des économies. On le voit là, l'économie de programme va être intéressante. D'un point de vue de la ville de Montréal également, c'est que les gens avant avaient justement le choix. Ils disaient, ben moi je vais faire venir quelqu'un, et puis c'est la ville, les programmes de subvention, fait que c'est des affaires de la ville. On sait combien, lorsque la ville s'associe à des choses, les gens font l'espèce de saut de pensée en disant, ah, c'est la ville. Alors, il y en a plein d'exemples comme ça. Combien de fois on se fait encore dire que des HLM, c'est les logements de la ville, alors que ça fait tellement longtemps que c'est un conseil d'administration différent et que c'est justement pas également lorsqu'il y a les punaises de lit. Les gens se disent, ah ben là, c'est la ville. Non, c'est pas la ville. Alors, les gens, maintenant, ça va être très clair, ça va être à l'intérieur des contrats de la ville. Plus de problèmes et non plus tous les frais qui sont associés également à ça. Parce qu'on le sait bien que chaque entrepreneur est différent, présente également le dossier, chacun à leur manière, pas le dossier, mais les frais à chacun leur manière. Maintenant, c'est simple, là, le citoyen qui fait la demande n'a plus à se casser la tête à savoir comment ça fonctionne, etc., machin chouette, c'est la ville qui le fait. Et comment on s'assure qu'effectivement, ça soit des coûts intéressants? Je nous rappelle collectivement que nous avons justement été de l'avant avec le triazin. Une offre globale complète. Alors, à un moment donné, on a les coûts, on sait à combien c'est là, nous sommes allés en appel d'offres. Alors, le dossier ce matin, moi, je trouve qu'il est convaincant. On passe d'une situation où on disait aux gens, on va vous subventionner une partie avec certains problèmes, avec certains aléas, alors que là, maintenant, on le prend nous-mêmes. Alors oui, c'est vrai, ce sera la ville. Et à ce moment-là, on sera responsable de nos contrats, on sera responsable à 100% de faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous, ce sera nous. Et on le fait pour un peu moins d'argent
Et si ça fait en sorte que la campagne de publicité fonctionne bien, on sera capable de le financer, donc, à même les économies. Ça veut donc dire qu'on pourra en faire davantage pour les mêmes sommes. Alors, je pense que lorsqu'on regarde le dossier, là, je pense que c'est que maintenant, on va pouvoir s'attaquer, je pense, de façon plus efficace, de façon plus efficiente à la grille du frein. Et ça fait preuve, encore une fois, que notre administration, quant aux questions environnementales, aux questions de préservation de l'environnement, à la question plus large du développement durable, elle fait des choix responsables, des choix qui s'inscrivent non seulement dans le temps, mais qui vont être pérennes. Alors, je pense que ce dossier mérite qu'il soit adopté à l'unanimité. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Doré. Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Je ne pensais pas me lever, mais je vais le faire. Je vais laisser mon collègue, M. Cardwell, faire le droit de réplique sur le 4204, mais j'ai décidé qu'il va nous donner, bien sûr, tous les détails en lien avec ce dossier. Merci beaucoup, Mme Popiani. Mais je me lève parce que j'entends M. de Souza parler, et puis là, je pense qu'il y a quelque chose une information qui n'a pas été transmise ou qui vous a échappé, M. de Souza, mais là, dans ce règlement-là, qui nous est, somme toute, imposé par Québec, c'est un décret ministériel du Code de la sécurité routière qui va permettre à certains véhicules de se promener à Montréal. C'est de ça dont il est question. C'est pas nous, comme administration, qui a dit « Whoopidou, on a envie d'avoir maintenant des scooters, puis des trottinettes, puis des vélos sans ancrage ». C'est pas ça du tout la question. Au contraire, on se fait d'une certaine façon imposer, ça va être à la grandeur du Québec. Et là, on se retrouve avec cette ouverture-là, qui n'est pas nécessairement négative, soit dit en passant, parce que la mobilité, ça passe par une quantité d'éléments. Ceci étant dit, nous, ce qu'on a décidé de faire comme administration, c'est de dire, bon, il y a ça qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se retrouve comme, vous parliez de Paris, je pourrais vous parler de Los Angeles, de Los Angeles, oui, de San Francisco, qui se retrouvent avec beaucoup de problèmes qu'ils n'avaient pas prévus d'avance. Et nous, on décide d'agir en amont. Le décret n'est même pas encore passé que déjà, on a réfléchi à qu'est-ce qui doit être mis en place pour minimiser les impacts négatifs, parce qu'il n'y a pas que des impacts négatifs. Je continue de penser que des options de mobilité, c'est bon. C'est ce que les Montréalais et les Montréalaises ont envie d'avoir. Mais c'est notre responsabilité comme administration, et vous tous et toutes, dans vos arrondissements, quant au où est-ce qu'on va laisser le matériel, est-ce que ça va être sur le trottoir, est-ce que ça va empêcher les personnes à mobilité réduite, par exemple, de circuler, est-ce que ça va devenir une pollution où on voit des vélos ou des trottinettes qui traînent partout, la question de la vitesse qui nous tient tellement à cœur qu'on travaille avec Québec en ce moment pour dire on doit absolument se préoccuper de la vitesse de ces engins, justement parce que nos trottoirs, ils sont pour tous et toutes. Mais au final, on agit de façon responsable et je n'accepterai pas que vous induisez la population en erreur en disant que nous, on n'aime pas Bixi. Je peux pas dire ça. Non. Alors, qu'il y ait un billet, vous mettez un billet à ce moment-ci, comme quoi on n'aime pas Bixi puis on veut pas le protéger, on considère que c'est pas grave tous ces engins-là puis on verra bien ce qui se passe. C'est pas vrai. Et je n'accepterai pas que vous mettiez cette étiquette-là parce qu'au contraire, on agit de façon proactive, responsable et en amont. Et aujourd'hui, ce règlement-là vise justement à ce qu'on soit prêt et qu'on puisse dire à la population, on veut pas remettre la sécurité tant sur les trottoirs, sur les pistes cyclables ou sur la route en question. Alors moi, je suis extrêmement fière. On peut débattre sur les détails, on peut regarder certains éléments de ce règlement, évidemment. Mais encore une fois, nous agissons en amont de façon responsable, justement pour pas entretenir un certain flou, un statu quo. Nous, ce qu'on veut, c'est des règles claires qui s'appliquent pour ceux et celles qui décident de venir s'établir sur les territoires de la Ville de Montréal avec différentes offres de mobilité. On a des règles, on a des règlements, puis on veut que ce soit respecté. Alors, je suis très fière et j'invite tous les membres du Conseil à voter en faveur d'une meilleure réglementation et d'une meilleure compréhension et de la sécurisation de notre voie publique. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition, c'est sur quel point? Sur le même point. Le 42.04? Oui. Je pense que c'est à mon tour de peut-être corriger le tir à l'effet que lorsque la mairesse parle du décret qui s'en vient,
le décret provincial du gouvernement, lorsqu'elle parle de vouloir agir en amont, il y a des nuances à apporter. Parce qu'il est vrai que le décret va permettre à ces trottinettes de pouvoir circuler sur le domaine public. Le domaine public, la voirie publique plutôt. Donc sur la voirie, c'est ça qui va décider. Mais cela ne va pas permettre à ces mêmes compagnies de pouvoir utiliser le domaine public de la Ville de Montréal. Je vous invite à aller voir la question-réponse que votre administration et votre service de communication avaient envoyée lors de l'annonce. Et c'est clair, il y a une distinction entre la voirie publique et le domaine public. Si une firme veut effectivement pouvoir utiliser la voirie publique, c'est suite au décret. Mais si elle veut utiliser le domaine public, c'est seulement à travers le règlement de la Ville de Montréal. Nous sommes propriétaires, nous sommes maîtres de l'utilisation de cet espace, donc des trottoirs, des bordures. À cet égard-là, ils vont devoir. Alors, ce n'est pas exactement totalement exact lorsque la mairesse dit qu'on n'a pas le choix, on doit aller, on agit en amont. On peut prendre un peu plus de temps pour voir exactement lorsque le décret va venir, et on peut voir, on peut s'inspirer d'autres villes, parce qu'il y a des problématiques, on le reconnaît. Il y a des problématiques à travers plusieurs villes, ça crée le chaos. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on va m'apporter l'exemple de Washington, où ils ont également les deux systèmes? Moi, je vous dirais que les chiffres qu'il y a à Washington, où on parle seulement d'une utilisation de 4%, une prise du marché de 4% pour le non-ancrage, c'est dans la première année de 2017. Et on sait que le système à ancrage, qui est évidemment inspiré de Bixi, est là depuis 2011. Donc, il y a une évolution qui va être faite. Et évidemment, alors moi je pense que c'est le premier point absolument à distinguer, qu'il n'y avait pas urgence d'agir. Mais non, moi je pense que c'est intéressant l'opportunité de pouvoir voir l'utilisation de cette nouvelle technologie, de l'ajouter au cocktail transport. Il ne faut pas nous étiqueter comme quoi on est contre cet enjeu-là, Madame la mairesse. Et ça, je vais le refuser. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps, peut-être envoyer ça en commission, ou bien avoir une concertation pour pouvoir quelles sont les meilleures pratiques. Parce qu'il y a des problématiques. Je vous donne un exemple. Dans le règlement actuel, en fin de semaine, s'il y a une personne qui trouve qu'il y a un chaos, qu'il y a trop de trottinettes à certains coins, la firme va avoir 10 heures pour pouvoir corriger le tir en fin de semaine. 10 heures. Alors, moi, je pense qu'on peut... Madame la mairesse va peut-être dire que c'est une question de détail, mais moi, je pense que c'est un exemple concret. Oui, la ville pourra toujours aviser, mais à 2 heures le matin, il n'y a pas trop de personnes qui travaillent à la ville de Montréal pour aller envoyer un message à UberJump ou à d'autres. Alors, c'est ça ce qu'il faut reconnaître, Madame la mairesse. Mais peut-être l'enjeu le plus important, c'est la façon que ça a été amorcé, la façon que ce dossier a été amené au Conseil de ville. Je rappelle, au mois de février, on nous fait passer une subvention de 46 millions de dollars à Bixi, avec un nouvel mandat, une nouvelle façon de faire, une nouvelle entente de gestion. Et il est clairement indiqué dans ce document, dans cette entente, que la ville s'engage d'abord à payer tout déficit pendant 10 ans. Je ne pense pas qu'il y en aura dans les prochaines années, mais il y a un engagement ferme. Deuxièmement, on parle de partenariat pour d'autres technologies à venir. La Ville de Montréal, au mois de février, a dit on veut travailler avec Bixi pour dire s'il y a d'autres technologies à venir, on veut travailler avec vous, on veut vous privilégier. Qu'est-ce qui arrive le mois de mars? Hop là, on va aller de l'avant avec un tout autre système et on va aller de l'avant avec d'autres firmes. Je m'excuse, c'est un manque de transparence de l'administration. Ils nous ont fait voter sur 46 millions de dollars sans nous avoir donné toute l'information pour le nouveau modèle d'affaires. Je m'excuse, ce n'est pas aussi simple que noir et blanc, Madame la mairesse. Je pense qu'effectivement, il y a des problématiques sérieuses. Essayer de faire croire à la population montréalaise comme quoi il n'y aura pas un impact financier, c'est ne pas respecter l'intellect des Montréalais. Je pense qu'il y aura un impact sur le modèle d'affaires du Bixi.
et on n'avait pas eu l'opportunité d'en débattre lorsqu'on avait approuvé le financement et la subvention de Bixi. Alors, je pense que ce n'est pas une question est-ce qu'on est pour ou contre la mobilité, est-ce qu'on est pour ou contre la trottinette. C'est une question de comment est-ce qu'on amène des dossiers, comment est-ce qu'on respecte cette enceinte et tous les élus pour prendre des décisions éclairées avec toute l'information dont on a droit, et votre administration nous en a privé, Madame la mairesse. Et là, on parle maintenant de comment on va traiter de cet enjeu-là. Il y a différents modèles, il y a différentes options. Je sais que M. Eric Allen-Cao, notamment, est très ouvert à revoir les choses. Je lui en ai parlé. Je pense que dans le règlement, par exemple, moi j'avais une préoccupation. Est-ce que oui ou non, on avait besoin d'obtenir l'accord, le consentement des arrondissements? Le langage n'était pas clair. Il m'a rassuré. Il m'a rassuré que c'est le même modèle, la même intention. Il faut qu'on passe à travers les arrondissements. C'est ça l'intention. Il m'a rassuré. C'est un bon point. Il y a des problématiques des heures. Je suis sûr qu'il y aura des ajustements. C'est normal. Mais quand même, il y a un problème de fond à se précipiter sans avoir permis à Bixi de participer à cela. C'est une surprise pour Bixi. Et je comprends ce qu'ils ont dit en public, mais ils ne disent pas exactement la même chose en privé. Ils savent comme quoi cela va être affecté. Je peux vous dire qu'on a eu des discussions. Alors moi, je pense que c'est un dossier qu'on va suivre, on va continuer à participer et on va continuer à poser les bonnes questions et à corriger le tir quand toute l'information n'est pas donnée aux Montréalais. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Caldwell. Est-ce que Madame la leader veut intervenir sur le même point? Non? OK. Donc, ce sera en droit de réplique sur le 4204. Je ne me trompe pas de numéro. Exactement. Allez-y. Alors, le chef de l'opposition vient de nous proposer une façon de faire ici. Non. Non, 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 non. On ne fera pas ça comme ça. Cette idée de prendre un pas de recul, de regarder ça aller, de regarder ça arriver, puis après on réagira, non. Là, on a une situation où Québec va permettre, comme vous l'a dit le chef de l'opposition, à ces véhicules-là de circuler sur la voie publique. L'enjeu reste, où se stationnent-ils? Comment ça s'est passé ailleurs dans le monde? Everywhere. Partout. Pour citer le chef de l'opposition, Uppelai. Partout, sur les trottoirs. Alors, nous, c'était Uppelai ou... Uppelai, parfait. Uppelai, everywhere, sur les trottoirs, qui bloquent les chaises roulantes, devant les entrées de magasins, n'importe où. Oui, Paris. Monsieur de Souza, Paris, c'est Paris, l'approche. Honnêtement, ils n'ont pas eu la chance de le prévoir parce que c'est arrivé de façon inattendue. Mais à Paris, ils réagissent a posteriori. Nous, ce qu'on fait à Montréal, justement, on vient avec un règlement définir ce que sera l'occupation du domaine public avant de se le faire définir par l'industrie, avant que les joueurs, dans la façon d'occuper le terrain, le définissent. On vient se donner des moyens d'agir. Monsieur le chef de l'opposition disait, ben là, que vont faire les arrondissements? Ben, on donne des moyens ici. Avant ça, ça aurait été le Far West, comme c'est à San Francisco, comme c'est à Paris. Et là, on vient régir, réglementer, mettre de l'ordre dans ce chaos et se donner des moyens. Excusez-moi, je vais respirer. Hop là, parfait, merci. Alors, l'occupation du domaine public pour ces véhicules quand ils se stationnent, afin d'éviter le péril, le chaos, les inconvénients, les nuisances subies par d'autres villes où, comme ce n'était pas défini, c'était pris comme permis. C'est ça la situation. Si, comme le propose le chef de l'opposition, prenons un cas de recul, regardons ça aller et constatons après qu'il y a des trottinettes partout avant de réagir, ce n'est pas l'approche qu'on a voulu prendre. Je sais que M. le chef de l'opposition prétend que non, ça ne serait pas arrivé, sinon, bien là, non, ça serait arrivé. Donc, c'est un modèle où on a voulu justement préparer le terrain tout en étant agile, tout en admettant
Et ça, c'est ce qu'on doit faire comme administration. Il faut être agile et admettre que devant les nouveaux modes de mobilité, on devra s'adapter, on devra s'ajuster. Et je veux pointer que dans ce règlement-là, il y a beaucoup de flexibilité. Il y a des pouvoirs d'ordonnance au comité exécutif pour réagir aux demandes des arrondissements, pour retirer les permis si les opérateurs ne sont pas responsables. Vous savez, on parle de carottes et de bâtons, là. Un opérateur qui investit des dizaines, des centaines de milliers de dollars, qui achète des dizaines de milliers de dollars de permis, qui donne encore des dizaines de milliers de dollars en caution, qui paie des amendes quand il n'applique pas le permis, bien, cet opérateur-là, s'il n'est pas responsable, il sait que, sous ordonnance, on peut lui retirer son permis. Après, comment est-ce qu'on suit le modèle? J'invite vraiment l'ensemble des membres du Conseil à regarder l'annexe C de ce règlement-là. Ça, messieurs, dames, là, c'est de toute beauté. C'est la nouvelle façon de partager des données avec l'ensemble de l'industrie pour mieux comprendre la réalité, pour mieux comprendre les impacts et pour mieux planifier. Il y a dans cette annexe C, ici, encore là, une façon qu'a choisi la Ville d'être au courant de ce qui va se passer sur le terrain avec un partage des données. L'ensemble de ces véhicules-là, des systèmes intelligents, on est capable de comprendre à quelle vitesse ils vont, quand ils partent, quand ils arrivent. Et là, l'ensemble de ces données-là, les fournisseurs devront les partager à la Ville. On travaille sur un système où on responsabilise les fournisseurs. M. de Souza parlait du code de bonne conduite. On a un règlement de bonne conduite ici pour les fournisseurs. On est très fiers de vous le proposer aujourd'hui. Je pourrais continuer sur plein de détails, mais sachant que vous avez tous lu le règlement sur les zones de dégagement, sur le temps de réaction, sur la façon de dire aux fournisseurs, vous devez répondre aux arrondissements lorsqu'ils vous appellent, il y a des problèmes, vous avez 2 heures, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour leur répondre et régler le problème. Ça, on vient le fixer. On verra. Bon, non, c'est une mauvaise citation. Ça, j'ai pas dit ça. Tout ce que je veux dire, c'est... Hop là! Tout ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, il faut avoir de l'agilité, il faut savoir réagir. Il y aura un suivi dynamique qui est fait de la situation et on saura réagir, on saura ajuster le règlement, on saura utiliser notre pouvoir d'ordonnance pour s'assurer du bon déploiement de ce système. Sur Bixi. Bixi est en pleine santé. Bixi est en pleine forme. Bon, mon Dieu, ça doit être le printemps. J'ai le goût de distribuer quelques fleurs. Ah, je me laisse aller. Alors, il y avait effectivement une situation périlleuse. Je l'ai vécu comme jeune élu ici, où en 2014, on a rasé Perte Bixi à cause de situations difficiles. La Ville de Montréal a été au rendez-vous pour accompagner Bixi dans un nouveau modèle qui s'est avéré fort efficace. Bixi est maintenant en pleine santé. Bixi, depuis 1 an et demi, est sur un élan incroyable. Il y aura plus d'ancrage, il y aura plus de vélos. L'ensemble de l'île de Montréal sera couverte par le service Bixi. Progression de 10 % de l'achalandage l'an passé. Ça reste le service de référence. Ça reste le service qui peut, justement, M. le chef de l'opposition, occuper le domaine public en étant partenaire de la Ville. Ça reste le système performant, inégalé. M. de Souza nous citait Vélib à Paris, nous citait la situation de Paris. Ça, c'est une réponse claire et précise à ce qu'a vécu Paris. On a su tirer les conclusions et les leçons de Paris, et vous remarquerez d'ailleurs que dans l'ensemble des solutions proposées par Paris, il y a beaucoup de similarités avec ce qu'il y a dans ce règlement. Donc, de dire, ma foi, Montréal devrait faire comme Paris, bien, on le fait, mais en amont. C'est exactement ce qu'on fait. Et il y a, pour le service Bixi, une performance, une prévisibilité de l'offre, une prévisibilité de la disponibilité sur le territoire qui font en sorte que c'est, et ça restera, la colonne vertébrale du vélo en libre-service. D'ailleurs, là, M. le chef de l'opposition dit « Écoutez pas la déclaration publique de Bixi ».
je ne sais pas comment réagir à ça. La déclaration de Bixi, c'est que ça sera un service complémentaire. On s'est bâti une clientèle, une fiabilité avec un nouveau mode de mobilité. On a prouvé aux Montréalais qu'on est au rendez-vous. On a prouvé aux Montréalais qu'on sait s'ajuster pour répondre à leurs besoins, faire évoluer le service, amener de meilleurs équipements, amener de meilleures applications, amener une nouvelle grille tarifaire. On a su se coller aux besoins des Montréalais. On continuera de se coller aux besoins des Montréalais et de plus de Montréalais dans des territoires qui n'étaient pas desservis. Bixi est en pleine santé. Il n'y a pas eu un manque de transparence. Il y a eu, au contraire, un geste clair de l'administration pour solidifier Bixi, capitaliser sur son élan et le rendre incontournable comme service de mobilité à Montréal. Là, il y a des nouveaux modes de mobilité qu'on vient encadrer, qu'on vient étudier avec la collecte de données. Ça reste une complémentarité à Bixi. Il ne faut pas mettre en opposition ces modes-là, mais soyons quand même alertes, agiles. On ne prétend pas avoir toutes les solutions d'un phénomène qu'on n'a pas vécu, mais on a la prétention ici d'avoir fait notre travail de recherche sur ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, d'avoir prévu les cas de figure qui vont nous permettre de ne pas vivre les inconvénients et les nuisances que d'autres villes ont vécues à travers le monde. Ceci dit, on devra le réajuster. Nul doute dans mon esprit que lorsqu'on propose une réglementation sur un nouveau mode de mobilité, elle sera à revoir d'année en année, justement pour l'ajuster, pour la rendre plus pertinente, la rendre plus efficace. Considérant tous ces éléments, je vous demande d'appuyer ce règlement. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell. Madame la leader de l'opposition. Merci. Alors, appuyé de mon collègue Alain de Souza, nous allons demander un vote nominal sur le dossier 4202 et ensuite sur le dossier 4204. Parfait. Alors, nous allons ouvrir les portes et faire sonner les cloches. Merci beaucoup. Nous allons éteindre les cloches et fermer les portes. Nous allons procéder au vote nominal. Alors, on va commencer. 2 votes ont été demandés, 2 votes nominaux, 42.02, 42.04. Je vous demanderai de garder le silence pendant le vote. Merci. On va commencer avec 42.02. Alors, le vote nominal sur 42.02, je vous demanderai de garder le silence. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanu, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Tullier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bass, Madame Latenzio,
Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Foumagali, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Pour 35 contre 23, c'est adopté. Nous allons ouvrir les portes. Alors, le point 42.02 est adopté. Nous allons procéder au vote. Monsieur le leader. Madame la Présidente, question de règlement. Je voudrais votre interprétation. Il me semble qu'en période de vote, on ne peut ni discuter ni se lever. J'ai en effet demandé qu'on garde le silence pendant la période du vote. Je vous demanderai de respecter cette consigne. Merci, Monsieur le leader. Nous allons procéder au vote pour le point 42.04. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Wallet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Tuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Marinacci, Madame Vodanovic, Monsieur Desarblais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downing, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame Deros, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Foumagali, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Pour 36 contre 23, c'est adopté. Et donc, nous allons poursuivre on ouvre les portes. On ouvre les portes, s'il vous plaît. Donc, ces points sont adoptés, ainsi que les autres ont été mentionnés par le leader de l'administration.